Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler de la fin supposée du char de combat en Ukraine. Allez, c'est parti. Le conflit en Ukraine a mis à bas nombre de certitudes dans le domaine militaire. Rien de plus normal, la guerre en Ukraine est le premier conflit de haute intensité entre deux armées occidentalisées avec des guillemets depuis la fin du second conflit mondial. De nombreuses questions surgissent, toutes ayant trait à des matériels militaires employés par les deux camps. Et pour cause, ils sont employés dans les conditions pour lesquelles ils ont été prévus, alors que depuis le début des années 2000, les armées occidentales, à la fois russes en Syrie mais aussi américaines en Irak et en Afghanistan, ont principalement été engagées dans des conflits asymétriques, contre des groupes plus mobiles et n'ayant pas un armement équivalent. La fracture avec la réalité n'en est donc que plus grande, amenant de nombreuses voix à parler de la fin du char de combat. Dans les faits, il convient d'être beaucoup plus nuancé, d'autant plus que cette fin a déjà été pas mal prophétisée au cours du XXe siècle. Remontons dans le temps. Depuis son apparition au milieu du premier conflit mondial, le char de combat n'a cessé d'être l'objet de controverses et surtout de modifications. Même si le principe reste le même, un esprit malin pourrait dire que le Leclerc n'est en fait qu'un FT sous stéroïdes, car tous les deux disposent d'une tourelle et de chenilles, l'usage et les doctrines d'emploi du char en ont profondément modifié la composition. Le char est, notamment pour les Américains et les Français, un moyen adéquat d'appuyer l'infanterie jusqu'au début du second conflit mondial, et cela se ressent dans ces modèles. L'armement dépasse rarement le calibre de 47 mm, et la vitesse est à peu près de chose à celle d'un fantassin progressant sous le feu. Les Allemands, de leur côté, n'ont pas pu expérimenter ce concept de char lors du premier conflit mondial, car ils sont alors cantonnés à la défensive. C'est justement pour éviter les écueils de 1917 et 1918 que les officiers de la Wehrmacht vont se doter d'une doctrine basée sur la vitesse et sur les opérations interarmes, qui seront le terreau de ces victoires en 1939 et 1940. Mais l'heure de gloire du char de combat démarre justement avec le second conflit mondial, où les Panzers mettent à genoux la Pologne, la France et le Royaume-Uni. Très vite, le char devient la pièce maîtresse de chaque armée et tous les belligérants se dotent de matériel toujours plus efficace et de doctrines adaptées. L'infanterie va alors perdre son rôle de reine du champ de bataille et commence à agir de concert avec les chars. Chez les Allemands, le Panzer Grenadier va se trouver sur tous les champs de bataille jusqu'à Berlin, tandis que l'US Army va développer une doctrine d'emploi pour son Armored Infantry. Chaque innovation militaire appelant l'invention de contre-mesures, les armées vont se doter de matériel anti-char spécifique, allant de la pièce sur affût à l'arme individuelle, comme le Panzerfaust ou le bazooka. En 1945, alors que le char est le maître des champs de bataille, son meilleur adversaire reste son homologue adverse. Dans les années 1950, plusieurs armées, les Suédois en pointe, adoptent des canons sans recul, tirant des munitions d'un calibre de 106 mm et beaucoup moins lourd que le canon anti-char classique. L'infanterie va alors disposer d'une redoutable arme pour les blindés. Il faut cependant attendre la guerre des 6 jours en 1967 pour revoir des batailles de chars dignes du second conflit mondial. La victoire d'Israël est perçue pour beaucoup comme la preuve que le char est toujours indispensable, notamment par les deux blocs qui s'observent et dont les généraux se préparent à un affrontement massif. La tactique interarmes des Israéliens s'est avérée payante, d'autant plus qu'elle est alors inspirée de celle de l'OTAN, tandis que les pays adverses, eux, s'appuient sur la doctrine soviétique. Chaque camp repense alors son matériel en fonction des résultats du conflit, et va alors relancer la course du boulet et de la cuirasse. Ce sont les soviétiques qui vont prendre de l'avance en matière de missiles anti-chars, avec le Malyutka 9M14 ou le AT-3 Saker pour l'OTAN, qui va être un choc pour les tankistes israéliens et pour les militaires occidentaux en 1973 lors de la guerre du Kippour. Philo-guidé, le missile a un coût minimum, environ 10 000 $, et peut neutraliser un char jusqu'à 3000 mètres. Son seul inconvénient étant sa faible vitesse et sa sensibilité. Les tankistes israéliens apprendront vite à tirer à côté de l'opérateur pour gêner le guidage du missile. L'apparition de cette nouvelle arme fait l'effet d'une bombe dans les armées occidentales. Alors que le char coûte de plus en plus cher, un fantassin formé en quelques heures peut détruire un blindé avec un missile
qui ne coûte même pas un dixième du prix de sa cible. Au même moment, l'aviation est elle aussi contestée par l'apparition des missiles sol-air. En l'espace de quelques années, ce sont près de 3 décennies de tactiques qui sont mises à bas. Les constructeurs sont donc obligés d'innover, mais les résultats ne seront visibles qu'au bout de plusieurs années, laissant les tankistes exposés. Ces derniers vont alors développer de nouvelles tactiques interarmes visant à détecter et à neutraliser les postes de tir de missiles anti-chars et apporteront des modifications sur leurs blindés, tels que le retour des pots fumigènes, l'installation de mortiers, comme sur le Merkava israélien. La solution la plus pérenne viendra des industriels qui vont abandonner petit à petit le blindage homogène en acier hérité du second conflit mondial pour utiliser de nouveaux blindages composites. Suivront ensuite différents modèles de blindage réactifs qui sont d'une simplicité extrême. La charge creuse d'un missile anti-char déclenche son effet lors du contact entre la tête du projectile et le blindage. Le blindage réactif est le plus souvent composé de briques qui vont faire barrage au missile. Ce dernier déclenchera son effet sur la brique et non sur le blindage directement. A noter que ce dispositif n'a strictement rien de neuf dans les années 1970, puisqu'il a été utilisé de manière beaucoup plus rudimentaire à la fin du second conflit mondial par les tankistes alliés, qui n'hésitaient pas à placer des objets sur les flancs de leurs blindés afin de faire échec aux Panzerfaust. Le plus souvent, c'était des sacs de sable. Avec toutes ces batteries de contre-mesure, la première mort du char, tant annoncée, a été déjouée, et le tandem blindé-aviation a repris du service. Lors de la guerre du désert en 1991, les formations blindées adéquatement soutenues par l'aviation sont venus à bout de leurs adversaires sans grande perte. Au début des années 2000, le char semble avoir regagné sa place sur le champ de bataille, bien qu'aucun conflit d'ampleur n'ait vu l'affrontement de deux masses blindées sur le champ de bataille. Récoltant les dividendes de la paix, les nations occidentales ont considérablement réduit leur masse de chars de combat, tout en misant sur des véhicules toujours plus modernes. Mais c'est en 2006 qu'une nouvelle controverse sur le rôle du char voit le jour lors du conflit israélo-libanais du 12 juillet au 14 août, avec l'apparition du petit frère du Sa'ger, le 9M133 Kornet. D'une portée supérieure de 2000 mètres à son prédécesseur, le Kornet a bénéficié des retours d'expérience en se voyant adjoindre une charge tandem qui se veut la réponse au blindage réactif. Le fonctionnement est d'une simplicité extrême. Le projectile dispose alors cette fois-ci de 2 charges creuses. La première avec pour objectif de détruire le blindage réactif, laissant le champ libre à la seconde qui peut directement frapper le blindage. De plus, le missile n'est plus filoguidé mais dirigé par un laser, ce qui le rend beaucoup plus simple à mettre en place pour un prix alors minime de 26 000 $ l'unité. L'usage du Kornet fait alors l'objet d'un électrochoc sur les militaires israéliens et par ricochet des armées occidentales. Tout d'abord parce que des petits groupes ont maintenant la capacité d'utiliser efficacement des matériels anti-chars, nécessitant une adaptation de la tactique de combat, qui reste néanmoins très proche de celle pour contrer les Sa'ger. Chez Israël, la suppression des armes lourdes se fait au moyen de l'aviation et des blindés, afin de permettre à l'infanterie de s'en approcher sur les 100 derniers mètres. Mais cette tactique ne règle pas tous les problèmes. Il suffit qu'un Kornet ait été oublié pour qu'un blindé israélien en fasse les frais. L'industrie de la défense israélienne se mobilise alors et la firme Rafael Advanced Defense System crée le Trophy, un système de protection active basé sur l'installation d'un radar détectant l'arrivée d'un missile. Une fois ce dernier localisé, le radar calcule un point d'interception sur la trajectoire et active le tir de plusieurs projectiles qui vont alors intercepter et le faire exploser, avec le minimum de dégâts pour les soldats se trouvant autour du char. Installé depuis 2011, le Trophy a, selon Israël, une efficacité de 100%, ayant efficacement neutralisé des projectiles de Kornet, mais aussi de RPG-29. L'US Army, intéressé, a acquis des exemplaires pour équiper ses M1A2 Abrams, ainsi que ses Bradley et les Strykers. Maintenant, passons à l'Ukraine. À la suite du développement de ces contre-mesures et au renforcement du blindage latéral et frontal des chars, une nouvelle génération de missiles voit le jour, caractérisée par une attaque cette fois-ci par le dessus. Le FGM-148 Javelin, américain, en est le représentant le plus connu, notamment pour sa capacité à prendre de la hauteur pour finalement s'abattre sur le haut de la tourelle du char ciblé, partie la moins blindée
et non couvertes par les contre-mesures. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a de nouveau soulevé la problématique de l'utilité du char sur le champ de bataille. De nombreuses vidéos ou photos sont apparues sur internet et dans les médias lors des premières semaines du conflit, beaucoup montrant des colonnes de chars russes et ukrainiens dans une moindre mesure en flammes ou des blindés détruits par des missiles anti-chars guidés, les ATGM. À l'heure qu'il est, il est impossible de dire quelles armes ont été utilisées pour les détruire. Aviation, artillerie, chars, on va y revenir. Mais gageons que la majorité l'a été via justement des ATGM fournis en grande quantité par les pays occidentaux à l'armée ukrainienne. Pour des raisons de sécurité, certains pays ne communiquent pas sur le nombre d'équipements militaires fournis. En plus des armes anti-chars déjà présentes sur place, en grand nombre, comme le typique RPG hérité de l'époque soviétique, la majorité des dispositifs fournis font partie de la nouvelle génération de missiles, frappant par le dessus. Parmi eux, le plus connu, le Javelin, entré en service en 1996 au sein de l'US Army. Équipé d'une console de tir, le lanceur tire un missile guidé par infrarouge disposant d'une charge tandem. Pouvant atteindre une altitude maximale de 150 mètres, le missile du Javelin va ensuite adopter une progression linéaire avant d'entamer son piqué sur le char adverse, frappant le dessus de la tourelle. Un mode de tir direct plus classique est disponible, mais nécessite un réglage particulier. La charge tandem rend alors inefficaces les briques réactives de la gamme Contact déployées par les forces russes sur leurs blindés. Le cousin britannique du Javelin, le NLAW, majoritairement acquis et donné à l'Ukraine par la British Army, partage à peu près le même mode de fonctionnement, même s'il semble un peu plus apprécié par les soldats ukrainiens. Il est plus léger, 12,5 kg contre 22,3 pour le Javelin. La différence majeure intervient sur le système de guidage. Le NLAW, utilisant un système de prédiction du mouvement du blindé visé, l'opérateur n'ayant qu'à fixer la cible pendant 2 à 3 secondes avant d'ouvrir le feu et de changer de cible ou d'abandonner sa position. Le NLAW utilise des capteurs magnétiques pour détecter sa cible et définir le meilleur moment pour déclencher sa charge creuse. Ces deux types de missiles apparaissent le plus souvent dans des vidéos de combattants davantage que les Milan français, Matador allemand, S-90 espagnol ou AT-4 suédois, qui sont d'ailleurs tous utilisés mais disponibles en de moindres quantités. Enfin, il ne faut aussi pas sous-estimer la présence de missiles anti-chars de l'ex-URSS comme le 9M113 Concurse, le 9K111 Fagot, mais aussi développés par l'Ukraine, comme le Combat ou Corsair. Malgré des tentatives russes observées sur le front avec l'ajout de cages sur la tourelle, aucune contre-mesure efficace n'a à ce jour été mise au point contre les missiles frappant le dessus de la tourelle. Ici encore, un soldat formé en quelques heures au maniement d'un lance-missile anti-char peut donc détruire en un tir un blindé valant plusieurs centaines de milliers, voire millions d'euros. Maintenant, nous allons passer aux drones. Pour la première fois dans l'histoire des conflits, un véhicule sans pilote est passé sous le feu des projecteurs avec la guerre en Ukraine, le drone. Révélé au début des années 2010 avec notamment le conflit en Libye, cet aéronef sans pilote, doté d'une grande autonomie et silencieux, est capable de mener des opérations de reconnaissance à haute altitude, de réglage de tir d'artillerie, mais aussi de destruction de cibles, notamment de chars. En Ukraine, le drone de combat TB2 est passé à la postérité, après avoir déjà été remarqué lors du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en 2020. Capable de tirer une grande variété de munitions guidées par laser, la vingtaine de TB2 semble avoir été mise à l'abri par les Ukrainiens avant les débuts des frappes russes en février 2022. Les TB2 vont alors être responsables de plusieurs actions d'éclat sur les colonnes russes, mais aussi sur des navires adverses, montrant la versatilité et l'efficacité de ce type de matériel. Demeure une question, celle des munitions rôdeuses, à mi-chemin entre le drone et le missile de croisière, comme la saga des Switchtab américains fournis à l'Ukraine en nombre inconnu. Le Switchtab 600, comme le 300, est livré scellé dans un tube de lancement, puis est dirigé par l'opérateur sur plus de 40 km. Une fois une cible repérée, le soldat peut alors lancer le drone dessus, menant à l'explosion de la munition rôdeuse de 14,97 kg. Il faut aussi considérer la présence de drones civils plus légers fournis aux forces armées ukrainiennes via des campagnes de financement participatif à travers le monde. En théorie, ces drones sont non armés. Ces petits drones vont alors servir majoritairement à la reconnaissance et au réglage des tirs d'artillerie, dans les deux camps d'ailleurs, mais sont aussi modifiés par les Ukrainiens pour lâcher des projectiles sur les forces russes. Bien sûr, la fragilité de ces drones ne permet pas d'emporter des munitions trop lourdes, mais les Ukrainiens vont alors rivaliser d'imagination
en utilisant des imprimantes 3D pour fabriquer des ailettes à fixer sur d'antiques grenades anti-char RKG-3. D'autres preuves font état de bricolage impliquant une grenade classique, goupille retirée, qui est glissée avec la cuillère encore enclenchée dans un gobelet en plastique, qui le maintient ainsi jusqu'à son arrivée au sol. Le choc va alors propulser la grenade en dehors du gobelet, faisant sauter la cuillère et exploser la grenade. Au vu des pertes russes, faut-il donc en déduire que le char a définitivement perdu la course contre les missiles anti-chars? La réponse est tout simple, non. Les pertes en chars des Russes en Ukraine ne sont pas le symptôme d'une mort du char ou de son inadéquation au combat du XXIe siècle, mais surtout le symbole d'une armée trop longtemps négligée qui n'a pas su se réformer entièrement. Les unités blindées russes ont été lancées en Ukraine comme leurs prédécesseurs sont intervenus dans les pays dissidents du bloc soviétique pendant la guerre froide. Personne à Moscou ne semblait avoir prévu une résistance ukrainienne sérieuse, et d'ailleurs même dans les pays occidentaux. Historiquement, l'armée soviétique a longtemps préféré ne pas développer son corps de sous-officiers, ce qui a des impacts tactiques concrets sur le terrain encore aujourd'hui. En effet, il faut savoir que la plupart des officiers supérieurs russes ont été éliminés au front parce qu'ils ont dû s'approcher le plus possible de leurs unités, faute de relais efficaces au sein des groupes. Il y a fort à parier que l'armée russe s'est fourvoyée en prenant l'exemple des conflits asymétriques qu'elle a menés jusque-là et que son niveau d'entraînement n'est peut-être plus aussi adapté à celui de la guerre de haute intensité. Et je tiens aussi à faire une précision. Ce spectre guette aussi les armées occidentales, et par conséquent françaises, elles aussi habituées aux guerres asymétriques depuis le début des années 2000, bien que des réformes sont en cours, bref, on en reparlera dans une autre vidéo. Mais la guerre en Ukraine donne des leçons un petit peu près à tout le monde. Annoncer la mort du char dans les plaines ukrainiennes est donc une erreur. Nous ne sommes qu'à un moment charnière de l'existence du char. L'apparition du drone, comme celle des missiles anti-chars au début des années 60, rebat les cartes et oblige les armées à réinventer le char. Ce dernier sera toujours nécessaire sur le champ de bataille, car il apporte mobilité et puissance de feu au plus proche de la ligne de front. Mais nous sommes en train d'assister à la fin du char tel que pensé lors de la guerre froide. Les industriels ont envisagé la lutte contre les drones en présentant divers prototypes. Le KF-51 Panther de Rheinmetall, donc allemand, dispose ainsi d'une protection accrue sur la tourelle, et l'EMBT franco-allemand est doté d'une tourelle ARX-30 de 30 mm pour la défense contre les cibles aériennes, bien que ce projet soit encore assez vague, mais on y reviendra. À n'en pas douter, les prochaines réalisations des industriels de la défense devront repenser de manière totale la réalisation des chars, mais les états-majors aussi auront leur rôle dans son adaptation à son nouveau champ de bataille, en attendant la 4e mort du char de combat et la réplique des armes anti-blindage dans cette course perpétuelle. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous dis à ciao, bonsoir.